Bienvenue dans le débat sur France 24. La chute de Kaboul, c'était il y a 6 mois. On se souvient de ces images de chaos, de cette foule d'Afghans tentant de fuir. Les talibans reprenaient le pouvoir 20 ans après en avoir été chassés. 6 mois plus tard, le pays est meurtri par la famine, l'économie sinistrée, les femmes bannies des écoles et de l'espace public, du monde du travail. Les États-Unis ont bloqué l'accès à la quasi-totalité des avoirs de la Banque centrale afghane. Le FMI et la Banque mondiale ont suspendu les aides, ainsi que l'Union européenne. Joe Biden prévoit maintenant de consacrer la moitié des 7 milliards de dollars d'actifs afghans à l'indemnisation des familles victimes des attentats du 11 septembre. L'autre moitié devrait être reversée sous forme d'aide humanitaire en Afghanistan. Une décision qui suscite l'indignation des Afghans. Alors l'Afghanistan est-il en péril? Les talibans obtiendront-ils un déblocage de l'aide internationale? Faut-il négocier avec ce régime? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Pierre Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Afghanistan. Votre dernier livre, Jean-Pierre, Kaboul, l'humiliante défaite, et c'est aux éditions des Équateurs. Avec nous également Choukria Haïdar. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Fondatrice et présidente de l'association Negar, soutien aux femmes d'Afghanistan, une association créée en 1996. Vous êtes, on peut dire, une féministe franco-afghane, exilée en France depuis l'invasion soviétique en 1980. Bienvenue dans ce débat. Frédéric Joly est avec nous, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en France, auteur du blog L'Humanitaire dans tous ses états. Bienvenue à vous. Bonsoir. Également avec nous Sonia Ghezali, notre correspondante France 24 qui est au Pakistan avec nous. Bonsoir Sonia et bienvenue. Bonsoir. Elle nous entend, Sonia. La chute de Kaboul, c'était donc il y a 6 mois, vous le savez. Eh bien, 6 mois plus tard, on peut dire que les talibans sont là et bel et bien là. Jean-Pierre Perrin, Kaboul, l'humiliante défaite, pour reprendre le titre de votre livre, humiliante défaite pour les Américains. Et on peut dire quoi? Victoire glorieuse des talibans, c'est ce qu'on peut dire 6 mois après. Chaos, victoire par chaos, même s'il n'y a pas eu de défaite militaire de la part des Américains. Le fait qu'ils aient engagé autant d'hommes, le matériel le plus sophistiqué de la Terre, qu'il soit secondé par l'OTAN, la plus grande force internationale, la mieux équipée, avec quand même un volume d'hommes assez important. Ils sont défaits par une bande d'irréguliers, quelques dizaines de milliers d'hommes. Je crois que ça devrait faire réfléchir. Même pas le moindre acte de contrition de l'OTAN ni des Américains sur cette défaite, c'est aussi à signaler. Ils ont quand même été battus, pas militairement encore une fois, mais cet enlisement qui a perduré pendant une vingtaine d'années, eh bien, ma foi, c'est quand même une défaite qui, certes, c'est pas Dien Bien Phu, mais c'est quand même une magnifique victoire pour les talibans et qui a été d'ailleurs célébrée comme telle. Célébrée comme telle, mais on peut dire 6 mois après, Jean-Pierre Perrin, le régime taliban n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale. Je crois même qu'ils n'ont marqué aucun point. C'est-à-dire, ils n'ont marqué aucun point en ce sens que aucun pays ne les a reconnus. Au moins, le précédent régime des talibans de 1996 à 2001 avait été reconnu par 3 pays, et pas des moindres, puisque le Pakistan, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Là, aucun pays ne les a reconnus. Donc, ils n'ont marqué aucun point. Alors effectivement, il y a des avancées sur le plan humanitaire, mais en même temps, ils n'ont marqué aucun point à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que la population, finalement, ceux qui pouvaient s'accommoder du régime à cause de la famine, à cause des conditions déplorables de vie, commencent à fuir, à s'en aller, à se rebeller éventuellement, sans le montrer évidemment contre eux. Ça, c'est un premier point, mais ils n'ont marqué aucun point, en ce sens qu'ils n'ont pas élargi leur gouvernement. Il n'y a toujours pas de technocrates, point très important, il n'y a pas de femmes, et il y a quelques représentants des minorités tout à fait symboliques. Donc aucun point, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, si ce n'est une ébauche de dialogue avec les humanitaires pour faire venir une aide afin de contrer cette famine qui est l'une des pires qu'ait connu le pays. Frédéric Joly, selon l'ONU, on assiste à la plus grande crise humanitaire au monde avec le Yémen. Sur les 38 millions d'habitants du pays, 23 millions sont menacés par la famine, soit 55% de la population. Est-ce le constat de la Croix-Rouge? Et est-ce que la Croix-Rouge a toujours accès au pays, aux populations afghanes? Le constat, le chiffre que vous avancez de plus de la moitié de la population a besoin d'une assistance humanitaire est réel, est vrai.
C'est extrêmement difficile. Vous imaginez bien, en plus en plein hiver, des températures négatives qui descendent à plus de moins 10 et des gens qui n'ont plus vraiment les moyens de se chauffer dans beaucoup d'endroits. Le CICR a accès, disons que ça fait très longtemps que le CICR travaille en Afghanistan, ça fait plusieurs décennies, depuis 1982, le CICR a une présence permanente et il s'est adapté au gré de l'évolution du conflit, à adapter une réponse opérationnelle. Aujourd'hui, face, comme vous l'avez souligné dans votre lancement, dans les différents sujets, dans ce qu'ont dit les différents intervenants, évidemment que le pays est dans une crise économique et véritablement en situation d'effondrement et que malgré toute la palette opérationnelle que nous avons depuis des décennies, nous concentrons désormais nos efforts sur le système de santé qui est en train de totalement s'effondrer. Et c'est la première fois peut-être dans l'histoire du CICR que l'on fait un soutien aussi massif sur des hôpitaux, puisque nous payons les salaires de 10 000 agents de santé. Nous soutenons 28 hôpitaux dans tout l'Afghanistan, dont 8 qui sont des CHU, donc qui forment aussi des futurs médecins. Bref, on essaye de récupérer en collaboration avec les autorités afghanes aujourd'hui, eh bien, un système de santé totalement défaillant qui souffre de toutes les pénuries, que ce soit bien évidemment en termes de médicaments, mais aussi en termes de flux, de fluides, puisqu'il faut du carburant pour alimenter les groupes électrogènes qui font tourner l'électricité, qui permettent un accès à l'eau et s'occuper des malades chroniques. Enfin bref, essayer de prendre en charge le plus largement possible. Ça ne pourra pas durer des mois ou des années, mais en tout cas que le CICR s'occupe pour le moment depuis plusieurs mois et bien de la situation du système de santé qui est évidemment extrêmement affecté par toutes les restrictions aujourd'hui auxquelles doit faire face la population afghane. L'Afghanistan. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Roméo Langlois et de Sonia Ghezali. Ça se passe dans un camp de réfugiés. C'était il y a quelques mois. Vous allez voir qu'une mère vend un de ses enfants pour pouvoir survivre. Quand sa fille de 13 ans est tombée gravement malade, cette mère de famille a dû prendre une décision terrible pour pouvoir acheter le traitement. Vendre sa petite dernière, âgée d'1 an. دکترها گفت که اگه دوایش نبیاری در بین 2 روز دختر از بین میره. من به مو خاطر او را فروختم، پیسه‌اش گرفتم میره داده. چند فروخت؟ این خوب جورم نشد. این ما 30000 بود. 30000 من نمیفهمیدم که چند من دیگه وقت خطای بودم که باش که می دخترم نمره. من می دخترم به دست بیارم. من دیگه چیزی نداشتم که بفروشم کنم اولادم بدم. حالا چی احساس داری نزدیک طفلت پیکست داری که ایش نمیشناسی؟ حالی من فعلا احساسی همون طفل من ندارم. من فکر میکنم که همون طفل من راحت است. من کنون نمیافم بخورم. من اینمی از روی مجبوری هیچ کس اولادش نمیفروشه. هیچ کس اولاد که اولاد 20 باشه به مادر پدر عزیز است. شاید هم که من تواناییش نداشته باشم دیگه‌ایش بفروشم. اولاد چقدر شیرین است. آیا به خاطر دیگرای شکش فروختیم به دیگرش خوراندیم که دیگهش از خونگی از گشنگی نموره. یک قلاوشتکای ما در سر سرک میرم موتر صافی میکنم. چون که باش که یک درپا او بتا ما درپا رو نان بخریم بیاریم بخوریم. تا کی؟ گفته بود وزارت مهاجرین که ما کمک میکنیم. وزارت مهاجرین آمد سروی خورا کرد. سروی را که سال گم است دیگه. حالا باش ببینیم که باز 2 ماه دیگه تال میخوره. اگر به می رقم باشه، به می حالت، به می جریان باشه، ما تلف میشیم. Sonia Ghezali, vous avez réalisé donc ce reportage, ce grand reporter Le Doc avec Roméo Langlois. C'était une très grande détresse évidemment qu'on voit là. Vous avez tourné cette séquence dans le nord de Kaboul, dans des camps d'ailleurs qui n'existent plus parce qu'aujourd'hui cette situation de pauvreté s'est même généralisée. Oui, exactement. Et alors, ce camp-là se trouvait dans le nord de Kaboul, à Khair Khana, qui est un quartier résidentiel. Et c'est là, en fait, où plusieurs familles qui avaient fui les violences qui avaient lieu dans les provinces où les talibans, justement, combattaient contre les forces de sécurité afghanes pour prendre le pouvoir. Ben justement, ces familles, en fait, ont fui ces violences. Elles sont arrivées se réfugier à Kaboul un peu avant l'arrivée des talibans dans la capitale le 15 août. Et elles ont vécu vraiment l'enfer, surtout avec l'arrivée de l'hiver qui les a vraiment plongées dans une plus grande précarité et dans une plus grande détresse. On a donc assisté effectivement à des scènes de violence lors de distribution de nourriture, par exemple, des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et puis des femmes qui expliquaient avoir donné leur enfant en l'échange de quelques Afghanis pour pouvoir simplement
nourrir le reste de la famille ou payer les médicaments pour des nourrissons, par exemple, malades. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que vendre des enfants, c'est quelque chose qui se produisait déjà en Afghanistan avant. Les talibans sont arrivés au pouvoir, ont pris le pouvoir dans un pays qui allait déjà mal, et dans le nord de l'Afghanistan notamment, avec la sécheresse qui s'est répétée année après année, on a vu des situations similaires avec des familles donner leurs enfants contre quelques Afghanis pour pouvoir survivre. Soukria Haïdar, alors 6 mois après leur arrivée au pouvoir, quelle est la situation des femmes afghanes? Manifestement, selon une trentaine d'experts indépendants, les talibans tentent d'effacer progressivement les femmes et les filles de la vie publique en Afghanistan. Et la répression vise particulièrement les militantes, les dirigeantes de la société civile, les femmes juges, les procureurs, les journalistes. C'est ça la situation aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Je remercie notre ami de reportage qui a fait. Écoutez, l'objectif des talibans, c'est pourquoi ils visent les femmes. Parce que, j'ai dit auparavant plusieurs reprises, les talibans, ce n'est pas une force émergente de l'Afghanistan, ce n'est pas une force pour prendre le gouvernement, pour gouverner, pour s'occuper de pays. C'est une force pour détruire, pour casser, pour vraiment brimer la population, et faire de sorte que les gens soient obligés de quitter, de mourir de faim, de maladies et de dépression. Et ce qui reste, il faut que ce soit des esclaves. Donc, il faut le mettre bien en tête que les talibans, ce n'est pas une force, ce sont des milices envoyées dans ces pays pour punir, pour détruire, pour casser, non pas pour construire ou aider quiconque. Donc, ils n'ont pas changé. Et non seulement qu'ils n'ont pas changé, ils ont eu 20 ans de plus pour bien renforcer leurs relations avec les pays arabes et le Pakistan. Ils ont bien appris, ils sont bien entraînés, ils sont bien organisés. Donc maintenant, la sauvagerie avec laquelle ils avancent en Afghanistan et de manière systématique qui fait subir les populations, c'est horrible. Et en même temps, durant ces 20 ans, les choses ne sont pas arrivées le 15 août. Tout ça, ça a été démarré avant. Je dis encore, je répète, les soldats, les militaires, les agents de sécurité en Afghanistan, la totalité, ce n'étaient pas des gens, des salauds, ce n'étaient pas des peureux, ce n'étaient pas des gens indignes. On a fait de sorte, à l'intérieur du gouvernement, il y avait des gens qui travaillaient pour que l'État, les départements tombent les unes après les autres dans le main des talibans jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la palais présidentiel, où la Charouani quitte le pays et donne le pouvoir à ses amis proches pour qu'elle mène le reste du travail que lui n'a pas pu faire. Parce que les salaires des profs, les salaires des fonctionnaires, les salaires des soldats, les nourritures des soldats, tout cela, tout ce désordre, comme dit notre ami, il y avait les sécheresses, tout cela. Donc l'État de Charouani, pendant 2 dernières années, alors ils ne s'occupaient de rien. L'ancien président. Voilà, ancien président. Donc, qui est en exil aujourd'hui d'ailleurs. Et en même temps, cet accord avec les Américains a accéléré tout. Au lieu que les sauvageries talibans baissent, au contraire, ça a été multiplié par 10. Multiplié par 10. Jean-Pierre Perrin, vous êtes d'accord? Les talibans, parce que vous parlez éventuellement des talibans 2.0 dans votre livre, oui. Ils ont changé ou pas? Ils ont changé en partie, oui. C'est-à-dire c'est plus la même génération, même si les anciens sont aussi là. Non, on a vraiment des talibans 2.0. C'est-à-dire que cette victoire militaire qu'ils ont emportée, en même temps, il y en avait une qui se voyait beaucoup moins. C'est celle qu'ils remportaient sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils annonçaient leurs offensives en temps réel, avec une maîtrise de l'informatique qui était assez extraordinaire chez des gens qu'on qualifie à tort d'ailleurs de moyenâgeux. Donc c'est ça le 2.0. Voilà. Mais sur les femmes, sur la société afghane... Non, sur les femmes, il y a toujours les mêmes blocages, mais où je n'aurais pas la même appréciation que vous. C'est que non, ils ne veulent pas la famine. Non, ils ne veulent pas que les Afghans soient aussi pauvres que possible. Au contraire, ils viennent justement chercher dans les pays occidentaux une aide. Ils viennent essayer de faire débloquer l'argent qui est bloqué par les États-Unis. Non, ils ne veulent pas que la situation soit aussi catastrophique qu'elle est. Non, ça, c'est pas vrai. Ils veulent l'implication d'un régime, certes, qui est ce qu'il est, mais ils ne veulent donc, pas pour autant... Qui est un régime rigoriste. Qui est un régime archaïque, d'abord. Et même s'il y a quand même ils sont quand même les talibans 2.0. Un régime
archaïque, un régime qui... Ces femmes, donc, cette répression qui vise particulièrement les femmes. Oui, parce que c'est un point de blocage. Hein, et c'est comme ça aussi qu'ils ont remporté en partie la guerre. Ils ont remporté en partie la guerre parce qu'ils passaient dans les villages en disant, regardez, pas dans tous les villages, mais les villages du Sud et les villages de l'Est, en disant, regardez, les Américains veulent envoyer vos filles dans les écoles et c'est intolérable. Et lorsqu'on dit à un paysan afghan, on va envoyer sa fille à l'école, et il n'est pas toujours d'accord, et il pense qu'il faut justement combattre ça et rejoindre les talibans. Encore une fois, hein, ce n'est pas tout l'Afghanistan, mais qui sont les talibans ? Souvent, ce sont des métayers, des paysans sans terre, sans éducation, avec évidemment des séminaristes pour un peu... en schématisant pour les guider, pour les contrôler, pour les diriger. Donc on a quand même une question sociale en Afghanistan qui n'est jamais posée. Or, il faut la poser. Ces paysans sans terre, c'est ça, ce sont en grande partie l'armature des talibans. Et donc, tant que l'Afghanistan est un des pays les plus inégalitaires du monde. Hein, c'est un pays où d'ailleurs, la fraternité aussi est un grand mot. Enfin, les Tadjiks et les Ouzbeks se détestent, les Ouzbeks et les Pashtuns pareillement, les Hazaras n'en parlons pas. Et donc, tout ça, ça favorise la matrice talibane, vous voyez. Ils ne partent pas de rien, ils parlent d'une situation qui est catastrophique. Au départ, une situation politique, sociale, économique qui est catastrophique. Et ils prospèrent sur ce terrain. Je pense que ce que vous dites, c'est une façade qu'on voit, où on essaye de faire entendre pour l'extérieur. Au sein des populations de l'intérieur de l'Afghanistan, ou de l'extérieur, comme nous sommes maintenant en France, il n'y a pas une querelle ethnique entre nous. D'ailleurs, on ne se pose même pas la question de quelle ethnie, d'où tu es. Ce n'est pas la réalité. On le sait immédiatement. Un Afghan rencontre un autre Afghan, il sait immédiatement non seulement de quelle ethnie, mais souvent de quelle tribu, de quel clan. De l'Afghanistan que je suis, l'Afghan que je suis, 63 ans que j'ai vécu et je suis toujours en contact. Alors, donc, si vous avez raison, j'ai tort. Et j'ai vécu ça. C'est un débat, en tout cas. C'est un débat, bien sûr. Écoutez, moi, j'ai toujours entendu... Écoutez, j'ai entendu... Ça, on la laisse. Maintenant, on revient sur d'autres parties. Quand j'ai dit que... Vous dites que les talibans, ils ne veulent pas la pauvreté des populations. Ils ne veulent pas le mal des populations. Ils ont forcé, ils ont le projet de délocalisation, de déplacement des populations dans les endroits où ils ne sont pas des populations hazaras, ouzbeks ou tadjiks. Elles souhaitent libérer les terres pour donner aux autres. Mais comme il y avait la voie montée, donc elles ont été obligées d'arrêter. Vous voyez bien vous-même que vous reconnaissez qu'il y a un problème ethnique, il y a une question ethnique. Non, mais ça c'est... Bon, on va sortir de la question ethnique parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Je finis. Simplement, c'est un projet politique. C'est un projet politique. Le président, bien sûr, le président, mais ça là-dessus, tout le monde est d'accord que les talibans ont un projet politique. Et le président Joe Biden a signé, lui, un décret qui permet la saisie de 7 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale afghane, réserves déposées aux États-Unis. Le président américain souhaite d'ailleurs qu'une moitié de cette somme soit réservée pour des demandes d'indemnisation déposées par des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001. Il prévoit que l'autre moitié soit consacrée à de l'aide humanitaire à l'Afghanistan, mais versée de manière à ce que l'argent, dit-il, ne tombe pas aux mains des talibans. Alors, des manifestations ont eu lieu en Afghanistan aujourd'hui contre cette mesure. On va écouter ce qu'en dit Hamid Karzai, qui est l'ancien président afghan. Il a été interviewé par Mark Perelman pour France 24. Écoutez ce qu'il en dit. Ce sont les avoirs du peuple afghan. Et le peuple afghan est tout autant une victime que les victimes de la tragédie du 11 septembre. Et donc, le fait que le président Biden saisisse la moitié des réserves nationales et qu'il les alloue à ses victimes, il s'agit là d'un déni du statut de victime du peuple afghan. Et c'est moralement répréhensible. Et donc, j'y suis fortement opposé. Je suis opposé à cette décision. Nous voulons que l'intégralité de ces avoirs soit réservée à l'Afghanistan. Frédéric Joly, j'aimerais avoir votre réaction, vous qui êtes porte-parole du CICR et que vous évoquiez justement le financement propre de ces hôpitaux. Votre réaction après cette décision de Joe Biden ?
Je pense qu'il est important quand même de garder à l'esprit qu'il faut que la communauté internationale se mobilise pour permettre à la population afghane de ne pas sombrer plus qu'elle ne l'est actuellement. Les besoins sont colossaux. On concentre vraiment tous nos efforts sur toute l'infrastructure hospitalière et médicale de l'Afghanistan, mais plus le temps va passer, plus la situation risque de s'aggraver pour les populations. Le CICR, depuis des décennies, fait toute l'orthopédie en Afghanistan, avec 700 orthopédiques, essentiellement pour des gens qui ont sauté sur des mines antipersonnelles, ou alors qui ont été victimes des combats, ou alors qui ont été blessés par des débris de guerre explosés. Le CICR aujourd'hui essaye de prendre en charge, souvent avec le Croissant-Rouge afghan, et aussi parfois avec d'autres Croix-Rouge comme la Croix-Rouge norvégienne, les infrastructures sanitaires, mais les besoins sont colossaux. Vous ouvriez le débat autour des problèmes de nutrition, ceux-ci vont continuer à se poser. Donc s'il n'y a pas une mobilisation pour permettre au peuple afghan de pouvoir dépasser la crise profonde qu'il est en train de subir, il va falloir que les politiques effectivement se dépêchent, essayer de régler le problème. En tout cas, c'est pas le CICR ou c'est pas les humanitaires. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui en Afghanistan qui seront à même de pouvoir régler ce problème-là. C'est véritablement aux États, à la communauté internationale de prendre aussi ses responsabilités. Sonia, les talibans, en tout cas, ont menacé de reconsidérer leur politique vis-à-vis des États-Unis. Les talibans ont même qualifié de vol cette saisie des avoirs. Qu'est-ce qu'on en dit sur place ? Écoutez, les opinions sont quasi unanimes, elles sont très très critiques vis-à-vis des États-Unis. C'est très difficile pour la population afghane de comprendre cette décision de Joe Biden alors que le pays est plongé dans la misère. Une famille sur 3 n'a plus aucun revenu. Le système bancaire s'effondre complètement. Tous les entrepreneurs, les gens qui participaient à la vie économique on fuit le pays, d'autres tentent. J'ai rencontré hier un businessman qui m'expliquait qu'il avait dû fuir parce que ce n'était plus tenable. Il n'y a plus de liquidité en fait en Afghanistan. Et donc c'est difficile de comprendre cette décision des États-Unis, sachant que la population est plongée dans une extrême misère. Le nombre de personnes qui vend son rein, par exemple, a terriblement augmenté. On voit des situations d'extrême précarité. Et le danger, je vais citer un analyste qui expliquait que le danger avec cette décision, c'était finalement de créer une sorte de cohésion entre une partie de la population qui ne savait pas trop où se positionner par rapport aux talibans et qui finalement avait cette rancœur vis-à-vis des États-Unis qui était exacerbée par cette décision et qui pourrait justement rallier encore plus de personnes aux talibans. Jean-Pierre Perrin, donc ça a l'effet inverse en fait, cette décision de Joe Biden. Alors comment la justifie-t-elle ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un certain nombre de ministres du gouvernement taliban qui sont sur la liste américaine des terroristes ? Est-ce qu'il y a encore des liens entre le Taliban d'ailleurs et Al-Qaïda ? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, les Américains ont négocié avec des gens qu'ils avaient eux-mêmes placés sur la liste des personnes les plus recherchées au monde, avec des warrants, des récompenses de 10 millions, de 100 millions de dollars. Je ne sais plus la somme exacte, mais de cet ordre-là. Ils avaient une somme sur leur tête. Oui, absolument. L'actuel ministre de l'Intérieur, Sirajuddin Haqqani, si vous regardez, si vous allez sur le site du FBI, sa tête est toujours mise à prix. Et c'est pourtant avec lui que les États-Unis ont en partie négocié l'évacuation de leurs forces de Kaboul. Donc, vous voyez, on est un petit peu dans le summum des ambiguïtés. Alors, oui, je pense que Biden aussi, franchement, les Américains ne veulent plus entendre parler de l'Afghanistan. Donc, ils ne vont pas le contredire sur cette décision. Et en plus, il doit faire face à des élections du mi-terme, il doit faire face à un Sénat qui lui est hostile, il doit faire face y compris au sein de son parti, à une opposition. Donc finalement, c'est aussi, l'Afghanistan est devenu aussi un problème de politique intérieure, il doit en prendre compte. Alors j'imagine que c'est aussi pour cette raison qu'il a coupé la somme en deux, une partie pour les victimes du 11 septembre et l'autre partie donc pour les Afghans en pleine souffrance, en pleine détresse, en pleine famine. Choukri Haïdar, votre réaction sur cette décision de Joe Biden ? Écoutez, moi je ne comprends pas cette politique de M. Joe Biden parce que cet argent, il appartient de la population de l'Afghanistan. Ce n'est pas l'argent des talibans. L'argent, il faut le rappeler, gelé, qui était celui de la Banque centrale afghane, gelé par les États-Unis depuis.
Les attentats de septembre, ce n'était pas des Afghans, c'était Al-Qaïda. Alors, il y a des liens entre, c'est ça pour les États-Unis, il y a des liens entre l'Al-Qaïda et les talibans. Un gouvernement qui n'est pas reconnu par les États-Unis, par le monde entier, les talibans ne sont pas reconnus, mais cet argent, ils pouvaient le garder gelé. C'est l'avoir des populations de l'Afghanistan qui meurent de faim. Donc, il faut, moi je trouve que c'est injuste. C'est injuste. Et de l'autre côté, j'ai fait appel encore je remercie notre ami et toutes les associations, l'Organisation mondiale, d'apporter de l'aide à cette population avant qu'elle meure de faim. Avant qu'elle meure de faim. Alors Frédéric Joly, est-ce que ça veut dire qu'il faut du coup dialoguer avec les talibans, s'asseoir avec eux, même si donc on comprend bien qu'ils n'ont pas changé, pour pouvoir justement débloquer une aide qui est toujours gelée, qui fait partie donc des sanctions contre l'Afghanistan? Notre préoccupation, c'est la même que l'on a dans tous les contextes de guerre dans lesquels nous travaillons, c'est-à-dire tous les conflits de la planète aujourd'hui, c'est bien évidemment d'avoir un dialogue avec tous ceux qui sont qui ont maille à partir avec la situation de conflit, la situation de violence. Donc bien évidemment que nous discutons avec les talibans, qui ont une responsabilité, c'est aussi administrer et gérer un pays. Le CICR avait une surface opérationnelle importante, je le disais avant, que ce soit la visite des détenus, que ce soit le soutien des familles les plus vulnérables, que ce soit la reconstruction de certains quartiers, que ce soit le soutien économique des plus pauvres. Aujourd'hui, on continue évidemment toutes ces actions-là, mais on est en train véritablement de se concentrer sur la dimension médicale et que l'accès... Force est de constater que les 1800 collègues du CICR qui travaillent aujourd'hui en Afghanistan et dans quasiment toutes les grandes villes, toutes les provinces de l'Afghanistan, eh bien, cet accès fonctionne et que nous pouvons très sensiblement développer des opérations d'importance. Si vous prenez dans le sud du pays, à Kandahar, vous avez l'hôpital du CICR Merwaïs qui a 600 lits. Eh bien, nous faisons passer chaque mois un convoi de 10 camions. Donc, c'est des dizaines de tonnes qui alimentent entièrement cet hôpital et que cet accès donc ils laissent cet accès, vous négociez bien avec eux, les talibans en fait se donnent en tout cas l'apparence de vouloir négocier. Tout à fait, on se retrouve à gérer véritablement des segments entiers de services publics. Je disais tout à l'heure le carburant, bon, c'est 700 000 litres de carburant qui sont distribués dans le pays par le CICR afin de pouvoir améliorer l'électricité. Il y a des grosses pénuries électriques. Dans les hôpitaux, c'est une catastrophe s'il n'y a pas d'électricité, ou encore l'accès à l'eau potable. Bon, véritablement, le CICR travaille sur des segments qui sont aujourd'hui déterminants pour la survie de la population. Sonia, puisque vous êtes au Pakistan, qu'est-ce qu'on en dit au Pakistan à 2 ans des élections? Le Pakistan, le grand allié, bien sûr, des talibans. Écoutez, ici, le Premier ministre a un discours qui est très clair. Lui, il est vraiment en faveur du dialogue avec les talibans. Et lors d'une réunion des pays musulmans il y a 2 mois, il a appelé la communauté internationale, encore une fois, à discuter avec les talibans, à maintenir un dialogue, puisque le Premier ministre Imran Khan ne cesse de répéter que, bien évidemment, s'il y a une grave crise humanitaire ou sécuritaire en Afghanistan, le premier pays qui en paiera les conséquences, ce sera le Pakistan qui accueille déjà près de 3 millions de réfugiés afghans sur son sol. Mais qui n'a pas reconnu le régime taliban, Sonia. Des précédents... Il n'a pas reconnu le régime. Non, contrairement aux années 90 où effectivement le Pakistan avait reconnu. Non, il n'a pas reconnu parce que le Pakistan est dans une position aujourd'hui assez délicate. Il fait face aussi à une crise économique et il doit lui aussi maintenir ses relations avec les pays occidentaux notamment. Et donc, Imran Khan dit bien qu'il n'y aura pas de reconnaissance s'il n'y a pas de consensus. Donc lui, il cherche vraiment à rallier, à reconnaître l'Afghanistan avec d'autres pays, mais pas seul. C'est vraiment la position du Pakistan aujourd'hui. Shukriya Haïdar, est-ce qu'il faut négocier avec les talibans ? Déjà, j'étais depuis longtemps. Je m'opposais à la négociation avec les talibans. Vous êtes opposé. Parce que les talibans, même aujourd'hui, ce n'est pas les gens avec qui on peut négocier. Maintenant, le problème d'Afghanistan, c'est un problème politique dans la région ou au niveau mondial.
Mais si on reconnaît les talibans, il faut être bien sûr et certain. Vous voyez le temps des Achavani, surtout la dernière année. Les gens souffraient, l'insécurité, elle était à son top. Et c'est les talibans qui faisaient cette insécurité. Et aujourd'hui, elle tue, elle massacre, elle tape, elle frappe. Il n'y a pas de loi dans ce pays. Il n'y a plus de loi. Si maintenant on reconnaît les talibans, on officialise cette sauvagerie, on leur donne le pouvoir absolu pour qu'elles fassent tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait pour gouverner. Ils ne savent pas gouverner. Ils sont faits pour tuer. C'est tout. Maintenant, il faut qu'il y ait un consensus pour faire un gouvernement acceptable pour la population, qu'on sort l'Afghanistan de cette gouffre et on sauve la région de cette oui, mais alors comment maladie. Parce qu'on a bien vu que finalement, effectivement, même ce départ des Américains totalement chaotique, on voit bien, comme vous le disiez, Jean-Pierre, que finalement, les Américains aujourd'hui n'ont plus du tout envie d'avoir affaire avec l'Afghanistan. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, effectivement? On négocie tout de même avec eux pour faciliter justement les passages des négocier ONG ne signifie pas les reconnaître. Alors pour l'instant, personne ne les reconnaît, donc on peut négocier. Je pense qu'il y a une urgence. L'urgence, c'est la population. Les enfants, les petits Afghans ne sont pas responsables de la situation actuelle. Ils n'y sont pour rien. Donc il me paraît normal qu'on les aide et que si l'aide doit passer par un certain nombre de concessions, c'est-à-dire des discussions avec les talibans, il faut discuter avec les talibans. Mais est-ce que ça veut dire on lève les sanctions, Jean-Pierre Perrin? Alors, tout dépend de quelles sanctions. Enfin, moi, je ne vais pas donner de jugement moral sur la question. Simplement, je vois une population qui est en grande détresse, en grande souffrance, et je pense qu'il faut absolument l'aider. Et s'il faut négocier avec les talibans pour que cette population soit aidée, eh bien, négocions avec les talibans. Ça ne signifie pas rouvrir les ambassades, ça ne signifie pas leur donner un siège à l'ONU, ça ne signifie pas simplement... La première urgence, c'est de venir en aide à la population. C'est tout. Je crois que c'est simplement... urgence humanitaire. Urgence humanitaire, bien sûr. Mais alors, d'un point de vue économique, parce que finalement, sur quoi repose l'économie aujourd'hui de l'Afghanistan? Sur quoi repose l'économie Sur rien. Sur rien. Non, l'Afghanistan, ça fait des années qu'elle n'a jamais rien produit. Même avant l'invasion soviétique, elle ne produisait rien. Même dans les années 50, elle ne produisait rien. Elle a simplement une agriculture à peine autosuffisante. Et c'est tout. Qu'est-ce qui rapportait de l'argent au gouvernement? Simplement les aides internationales et les points de douane où on taxait les marchandises qui entraient. Mais c'est ça qui permettait, si vous voulez, à une mini-administration de fonctionner. Et puis l'aide internationale. La culture du pavot, la culture de... Mais ça, c'est l'économie grise. Et ça n'allait pas dans les caisses de l'État. Ça va dans les caisses des talibans. Dans les caisses des talibans, dans les caisses des trafiquants, dans les caisses des pays voisins, dans les caisses du gouvernement afghan. M. Karzai, qui donne des leçons, devrait bien quand même faire attention à ce qu'il dit. Son frère a été considéré comme l'un des plus grands trafiquants de drogue de tout l'Afghanistan. Et s'il a été considéré comme trafiquant de drogue, et s'il l'a été, c'est grâce à son appui également. Donc, vous voyez, Karzai fait partie de ceux par lesquels la catastrophe est arrivée. Comme Rani également, et aussi la responsabilité des pays occidentaux qui ont cautionné ces régimes, qui les ont installés et qui n'ont pas mis les garde-fous nécessaires. Je conçois tout à fait que la situation n'était pas facile, hein, mais lorsqu'il y a eu les accords de Bonn, juste après la chute des talibans, il y avait un espoir en 96, formidable. Donc là, pardon en 96. Oui, en 2001. En 2001, juste voilà, après la chute des talibans, ou en même temps, grande négociation à Bonn. On invite des seigneurs de guerre qui sont là, je les ai vus. On n'invite pas un seul taliban. C'était les vaincus, certes, mais ils avaient quand même leur mot à dire. Ils avaient administré tant bien que mal ce pays pendant 5 ans. Ils avaient quand même leur place, et peut-être qu'on ne serait pas arrivé à cette situation de chaos. Elle est d'accord avec vous, Choukria Haïdar. Il y a eu un manque, en tout cas, quelque chose de raté à cette époque. Tout a été raté. Tout a été raté. Je veux dire, il n'y a rien qui n'a pas été raté. La société civile, certes, est une réussite, mais elle ne peut pas affronter le régime taliban. Elle a été créée grâce, effectivement, à la chute des talibans, mais on ne lui a pas donné non plus suffisamment de moyens pour se développer comme elle aurait pu l'être. Il y a une aspiration dans les villes afghanes, je ne parle pas des campagnes, à l'éducation, à une vie meilleure, à vivre finalement comme des Occidentaux. Regardez,
Moi, j'ai connu l'Afghanistan, il n'y avait pas du tout d'ascenseur. Ça n'existait pas. Maintenant, il y a des ascenseurs un peu partout à Kaboul. Bon, ben, c'est quand même grâce à ces 20 années de présence occidentale. Simplement, l'armée américaine a commis toutes les erreurs possibles, stratégiques, tactiques. Et puis, il n'y a pas eu... je crois que l'armée américaine était aveuglée par l'hubris. C'était quand même... Elle considérait les Afghans comme des pecnos. Et puis voilà, ça n'allait pas au-delà. Mais c'est les pecnos qui ont gagné. Sonia Ghezali, est-ce que d'autres pays se frottent les mains, par exemple la Chine ou encore l'Iran? Est-ce qu'ils ne reconnaissent pas ce régime, mais est-ce qu'ils n'essayent pas justement d'exploiter? Il y a des ressources naturelles extrêmement importantes en Afghanistan. Je pense au lithium, par exemple. L'or. Oui, il y a le lithium, et il y a énormément... Oui, exactement. De nombreuses mines de pierres aussi semi-précieuses et de gaz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sous le précédent régime, l'insécurité en fait empêchait l'exploitation de toutes ces ressources. Elle empêchait les contrats. Il y avait notamment dans le sud de Kaboul une grande mine sur laquelle la Chine a un contrat et qui n'a jamais pu être exploitée justement à cause de l'insécurité. Et c'est vrai que les talibans, en prenant le pouvoir, ont instauré une sorte de sécurité. Alors, c'est pas la sécurité à 100% puisqu'il y a toujours le groupe État islamique qui mène des attentats, mais il y a tout de même une plus grande sécurité qu'auparavant. Et donc, maintenant, c'est vrai que l'exploitation de toutes ces ressources est possible et que plusieurs pays sont évidemment intéressés. C'est le cas de l'Iran voisin, de la Chine. Il y a des discussions qui ont lieu entre ces pays et le gouvernement taliban. Et eux, ils vont pouvoir, vous pensez, Sonia, exploiter ce qui n'a pas été exploitable ou exploité pendant toutes ces années? Les Chinois, par exemple? Les Chinois, c'est possible quand on voit l'influence, l'impact de la Chine ici au Pakistan et comment les Chinois ont réussi à signer des contrats très importants, très intéressants pour eux. On se dit que oui, effectivement, rien n'empêchera à ce que les Chinois et les talibans signent des contrats et puissent commencer à travailler en Afghanistan. Moi, je me demande dans quelle mesure ensuite cela pourrait être applicable et possible quand on voit la façon de faire des Chinois, par exemple ici au Pakistan, ou finalement, comme ils le font en Afrique aussi, ils emmènent leur main-d'œuvre. Et je ne sais pas si ça peut se faire en Afghanistan étant donné le contexte, mais je pense que ça prendra encore beaucoup de temps puisqu'il y a aussi cette question de reconnaissance de la communauté internationale. Je ne sais pas dans quelle mesure tous ces contrats peuvent se mettre en place au vu des sanctions internationales qui visent l'Afghanistan aujourd'hui. Choukhria Hadar, est-ce que les talibans, pour terminer cette émission, ont donc encore des liens avec Al-Qaïda? Est-ce qu'ils sont une menace terroriste mondiale? Aujourd'hui, en Afghanistan, on a pas mal de madrasas qui sont faites par des Haqqani, c'est-à-dire on est en train d'élever des suicidaires. Ils sont en Afghanistan d'ailleurs. Donc, ils élèvent tous ces suicidaires pour qui? Donc vous dites oui? Oui. Donc c'est le centre. Elle devient centre de... Ils peuvent devenir le centre du terrorisme mondial. Elle commence à devenir. Il commence à devenir le centre du terrorisme mondial. Jean-Pierre Perrin. Question compliquée. Je pense que tous les talibans ne sont pas d'accord sur ce point. Il y a effectivement des talibans qui sont plus proches d'Al-Qaïda et d'autres qui souhaiteraient s'en éloigner. Il ne faut surtout pas considérer les talibans comme un mouvement homogène, un mouvement qui est... il n'y a pas de tendance au sein des talibans. Je pense que l'idéologie est globalement la même. Mais il y a ce qu'on appelle des mahas, c'est-à-dire des fronts. Il y a le front du Sud, il y a le front de l'Est, il y a le front né de la guerre, constitué grâce à la guerre. Et ces fronts ne sont pas forcément... Je pense que le front de l'Ouest est infiltré par l'Iran, par exemple. Le front de l'Est est beaucoup plus proche du Pakistan et des services secrets pakistanais. Les gens du Sud sont peut-être plus autonomes par rapport au Pakistan. Donc tout ceci, on ne voit pas leur divergence parce qu'ils les cachent remarquablement bien. La famine aussi écrase tout, nous empêche de voir un petit peu les subtilités entre eux. Mais il y a un rameau des talibans qui n'est pas insensible à l'idéologie talibane. Mais c'est le même rameau qui a les liens les plus avérés avec les trafiquants de drogue et en même temps les liens les plus proches avec les services secrets pakistanais. Vous voyez, la situation est très complexe. Mais creuset potentiel du terrorisme mondial ou pas? Le terrorisme mondial, je ne sais pas. Peut-être que quand même, le
Tadjikistan doit attirer un peu les talibans en disant ce régime est un régime faiblard, le pays est en faillite également, il y a juste un fleuve à le traverser, l'Oxus, la Moudaria, donc je crois qu'il doit y avoir quand même une tentation d'aller exporter un petit peu le talibanisme de l'autre côté de cette rivière, même si la majorité de la population est tadjik, donc un peu réfractaire. Donc terreau possible. Mais dans le passé, il y a eu effectivement une guerre civile au Tadjikistan entre des islamistes et le gouvernement. Donc oui, je pense qu'il y a une aspiration vers le Tadjikistan, voire l'Ouzbékistan. Je ne sais pas si ils seront à même de pouvoir mettre cette menace à exécution. Frédéric Joly, vous pouvez conclure cette émission? Je voulais à la fin un petit peu. Tout petit mot peut-être. Non, mais très rapidement, juste dire que ce qu'on a coutume de dire, c'est que les humanitaires et le CICR, particulièrement en Afghanistan, on est dans la temporalité de la souffrance des gens. On se met du point de vue à la hauteur de la victime, du point de vue des victimes, et que ce temps-là, il n'est pas tout à fait celui de la politique ou de la diplomatie, mais une chose est sûre, c'est que plus le temps passe, eh bien, plus les Afghans vont se retrouver dans une situation encore pire que celle qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Donc on ne peut qu'appeler effectivement à ce que la politique règle cette problématique. Une fois de plus, ce n'est pas l'humanitaire qui y parviendra. On fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. Mais malheureusement, il faut que ce soit vraiment un agenda politique qui essaye de résoudre cette crise pour toute la population afghane. Choukria Haidar, en un mot. Deux, trois phrases quand même. Non, une phrase. Premièrement, les talibans, d'une part, il y a les familles Moula Bradar, toutes les gens de Kandahar qui sont dessous, et celles de Haqqani qui sont soutenues par le Pakistan et qui par les argents saoudiens et Qatar, ainsi de suite. Là, c'est de notre côté. Maintenant, simplement auprès de la question des femmes. La question des femmes, on ne va pas y revenir, c'était juste un mot de conclusion. Vous avez de l'espoir quand même pour ce pays ? Oui. D'accord. Voilà, ça sera votre mot de conclusion. Merci, vous avez de l'espoir quand même. Ne reconnaissons pas les talibans, c'est reconnaître les droits des femmes, la démocratie et l'avenir de l'Afghanistan. La démocratie et l'avenir de l'Afghanistan. Merci beaucoup, Choukria Haidar, d'avoir été avec nous. Merci, Jean-Pierre Perrin. Merci beaucoup, Frédéric Joly. Merci, Sonia Ghezali, correspondante de France 24 en Afghanistan, enfin dans la région, au Pakistan. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.